Voilà. Alors, donc sur le plan technique, tout a l'air de fonctionner. Donc, écoutez, il est 20h04. Je pense que nous pouvons commencer. Très bien. Merci Pierre, beaucoup. quand vous voulez. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette réunion de présentation des inscriptions à l'école alsacienne et de présentation de l'école alsacienne. Vous voyez à votre écran Brice Parent, qui est le directeur du collège et du lycée, autrement appelé Grand Collège, et Gauthier Le Chevalier, qui est le directeur des classes maternelles et de l'école élémentaire, appelé par ici le Petit Collège. Donc, très rapidement, nous allons vous présenter le projet d'établissement, voir comment on articule l'histoire de l'école et puis des perspectives que nous nous donnons. Nous parlerons aussi de la sélection des élèves à l'entrée et puis la question de la diversité de notre recrutement. Et puis, nous terminerons sur des informations pratiques, et notamment le calendrier. Et puis, nous aurons encore du temps pour répondre à toutes les questions que vous voudrez nous poser. Alors, l'école alsacienne va bientôt fêter ses 150 ans, puisqu'elle a été fondée en 1874. Elle s'appelle l'école alsacienne parce que l'initiative de sa création revient à des familles alsaciennes qu'on appelle les optants, ceux qui ont opté après la défaite de 1870 pour le rattachement à la France, et donc qui ont quitté l'Alsace, et qui ont voulu créer une école pour permettre au pays de se redresser, parce qu'ils partageaient avec beaucoup l'opinion que la défaite de 70, c'était avant tout la victoire de l'instituteur allemand, et qu'il fallait redresser le pays par l'éducation. Ils ont donc décidé à la fois de créer une école pour leurs propres enfants, mais aussi une école qui serait en quelque sorte le laboratoire de l'école du pays à venir. Et il y a dans cette origine donc une initiative de famille, mais qui vont chercher des professionnels, notamment issus du gymnase Jean Sturm de Strasbourg, qui existe toujours, et qui donc ils n'ont pas cherché eux-mêmes à devenir instituteurs ou professeurs, ils ont confié cette tâche à des professionnels, et cette répartition des tâches est toujours très actuelle. C'est un établissement laïque, et il est dès sa fondation, même si une grande majorité de ceux qui ont créé l'école étaient protestants, ils ont ouvert l'école à tous les enfants, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion. Donc l'école a été laïque avant l'enseignement public en France, puisque l'enseignement public devient laïque en 1882. C'est un établissement qui a donc toujours voulu servir à la fois son propre développement, mais aussi la cause de l'éducation dans le pays. Et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs assez tôt dans l'histoire, notamment l'ouverture de cette école qui à l'origine est une école de garçons aux filles en 1905, et en 1924 pour le secondaire. Très vite, nous avons insisté sur l'ouverture par les voyages, par les visites. Et troisième élément constitutif de l'école, c'est les liens très forts que l'école a toujours eu avec l'État. Elle est sous contrat d'association avec l'État. Mais bien avant 1962, la date de la signature de ce contrat, l'école avait une subvention publique et avait le droit de recruter des professeurs titulaires du public et payés par l'État. Donc, nous avons une très vieille relation avec l'État, et c'est la raison pour laquelle
en conformité avec ce contrat, les programmes et les horaires sont ceux définis nationalement pour l'enseignement public et privé sous contrat. Et ce lien fort avec l'État ne nous empêche pas d'avoir une personnalité d'établissement tout à fait affirmée et cela ne nous empêche pas non plus de mener des projets innovants. Donc voilà pour quelques traits forts de notre identité, mais maintenant nous allons vous présenter tout cela avec beaucoup plus de détails. Brice, vous prenez la parole? Oui, alors d'abord on peut donner quelques précisions techniques sur le déroulement de Oui. cette réunion. Vous pourrez tout à fait poser, enfin vous pouvez poser dès maintenant des questions en utilisant le chat. Comme vous êtes très nombreux, on a désactivé la possibilité d'intervenir autrement que par le chat pour voilà, ne pas compliquer les choses, mais on a envie que cette réunion soit interactive, donc surtout, n'hésitez pas, posez vos questions. Et Thomas Portin, qui est le directeur adjoint responsable du lycée, surveille tout particulièrement le chat pendant cette réunion. Il pourra vous répondre, on pourra vous répondre aussi en direct. Je précise que la réunion est enregistrée. On a l'habitude de publier ces réunions de présentation sur notre page YouTube. Mais voilà, il n'y a pas de raison que votre nom apparaisse normalement dans l'enregistrement. Donc soyez tranquille. Il n'y a que nous et la présentation. Nous aurons un temps particulier de questions à la fin de la présentation. Vous aurez encore plus la possibilité de nous interroger. Voilà pour les questions techniques. Maintenant, soit je dis un mot du projet d'établissement, soit Pierre, vous enchaînez sur l'école. Alors, deux images, enfin non, 4 images pour lancer la présentation. D'abord, une très ancienne photo, une photo de 1885, qui montre des élèves. Donc, c'est une école encore de garçons. Et vous voyez que les élèves ne portent pas d'uniforme. L'uniforme, c'est le lycée napoléonien que les fondateurs ont en horreur. Vous voyez sur la droite de la photo des élèves qui sont dans une position tout à fait décontractée. Vous voyez aussi le mélange des âges, hein, c'est quelque chose qui existait à l'époque et qui reste toujours de vigueur. Et à titre de comparaison, j'ai été chercher une photo de la même année, mais dans un lycée public. C'est le lycée Condorcet, et vous pouvez reconnaître en bas à droite de l'image Marcel Proust. Nous, c'était plutôt André Gide, mais à Condorcet, c'était Marcel Proust, comme ancien élève. Et donc, vous voyez, l'ordonnancement est tout à fait différent. Vous voyez aussi une homogénéité beaucoup plus marquée. Alors, cette image, ça illustre le propos du premier directeur de l'école, Frédéric Rieder, qui dit il n'y a qu'une manière de réussir dans le monde, c'est d'y apporter sa part d'originalité, quelque petite puisse être cette part. Alors, nous aimons bien cette phrase parce que elle dit beaucoup de choses. Elle dit d'abord que la vocation de l'école, c'est de faire réussir ses élèves, de les faire réussir dans le monde. Vous pourrez voir la
l'héritage crypto-protestant quand il précise que pour réussir, la réussite se mesure à ce qu'on apporte et non pas à ce qu'on retire du monde. Et d'autre part, alors qu'on pense souvent que la réussite dans le système scolaire, c'est d'être conforme aux autres, hein, c'est de se plier à une règle générale, là, il insiste sur l'originalité, c'est-à-dire ce que l'on a en propre, ce que l'on a d'irréductible aux autres, et comme il est réaliste, il ajoute que cette part peut être très petite, c'est pas la mesure de l'originalité, c'est pas l'importance de cette part, c'est le fait de pouvoir l'avoir cultivée dans le cadre de l'école. Un autre personnage très important aux origines de l'école, c'est un immense savant qui s'appelait Charles Friedel, qui a été à l'origine de toute une descendance de savants, hein, tous polytechniciens, etc. Lui, il est chimiste, et c'est à lui que l'initiative de la création de l'école revient. Et il donne un cadre qui est intéressant pour comprendre dans quel esprit il a voulu que l'école se place. Pour le développement normal de l'esprit, il faut donc encore autre chose que les lettres et les mathématiques. Il faut le contact avec les faits, avec le milieu dans lequel l'homme est appelé à vivre et qui a une si grande influence sur lui. Et il ne suffit pas d'un contact forcé et passif, mais il faut que celui-ci soit voulu, dirigé, préparé, afin de porter tous ses fruits, leur activité même. Donc, un enseignement qui repose sur l'ouverture intellectuelle, sur le contact avec l'expérience, qu'elle soit l'expérience des textes, l'expérience des mathématiques, mais aussi l'expérience scientifique ou l'expérience de la connaissance du passé ou des langues étrangères. Donc voilà, le cadre sur lequel l'école s'est développée est résumé par ces deux positions du premier directeur et du premier président du conseil d'administration. Je crois que cela nous envoie il y a très longtemps, dans un passé révolu à bien des titres, mais le souffle qu'ils ont voulu donner à leur institution, nous tâchons d'y être fidèles et de continuer en adaptant l'école évidemment à un monde très différent de celui qu'ils ont connu, mais d'être toujours fidèles à ces idées-là. Et une fois que j'ai dit ça, je vais passer la parole à Brice Parent. Oui, merci beaucoup, Pierre. D'abord, j'en profite pour répondre à une question que je viens de voir dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on fait ces réunions en visio? Il y a deux raisons très simples. D'une part, c'est qu'en général, vous êtes très nombreux à vouloir assister à ces réunions de présentation et que malheureusement, même si nous avons la chance d'avoir un grand amphithéâtre, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Et l'autre raison est très pratique, c'est qu'on a un calendrier très chargé. Ce soir, il y a une séance de debating dans le théâtre. Demain soir, c'est notre groupe rock qui s'y trouve. La semaine prochaine commence la semaine du cinéma. Enfin bon, bref, voilà. On avait du mal à la fois vous donner toutes les informations juste avant le début de l'ouverture des inscriptions et trouver de la disponibilité dans le théâtre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette modalité de présentation, même si effectivement c'est moins agréable peut-être, mais c'est relativement efficace et désormais je crois que tout le monde y est habitué. Alors, j'en viens à quelque chose de fondamental, le projet d'établissement de l'école alsacienne. On peut dire que notre objectif, Pierre de Panafieux l'a dit déjà, c'est d'essayer de former des futurs citoyens qui pourront être libres, éclairés, heureux,
ouvert sur les autres et sur le monde, et surtout capable d'affronter les grands enjeux contemporains, les grands enjeux de notre temps, de leur temps, qui sont particulièrement forts, particulièrement importants, et ils devront trouver, inventer des solutions pour faire face à beaucoup de crises actuelles, que je ne vais pas énumérer ce soir pour ne pas tous nous déprimer, mais que nous connaissons bien. Et il nous semble donc que plus que jamais, pour former des élèves aujourd'hui, nous devons leur transmettre des valeurs qui sont essentielles et qu'on a pris l'habitude de résumer par trois noms: la coopération, la créativité, la confiance. On va développer tous ces thèmes, toutes ces thématiques tout au long de cette soirée, enfin rapidement bien sûr, mais juste en un mot, la coopération nous semble une valeur essentielle, savoir travailler les uns avec les autres, savoir construire ensemble, c'est quelque chose de fondamental, c'est uniquement ainsi qu'on peut réussir. Et parfois, on peut avoir l'impression que les établissements scolaires poussent plutôt vers de la compétition. Nous, c'est pas du tout notre état d'esprit. On préfère de très loin cette valeur qui permet aux uns et aux autres d'être ensemble et d'agir ensemble. La créativité, là encore, on pourrait dire que parfois l'école, les établissements scolaires, notre métier de professeur pousse vers un certain conformisme. On peut avoir ce défaut. Et il nous semble essentiel dans un établissement scolaire d'éveiller la créativité, de permettre aux élèves d'inventer des choses nouvelles. Et c'est quelque chose que nous cherchons à cultiver chez nos élèves. Et enfin, la confiance, c'est fondamental. C'est uniquement en ayant confiance en soi et en ayant confiance dans les autres et en ayant confiance aussi dans l'avenir qu'on peut se sentir bien et se sentir capable par la suite d'apporter sa pierre, comme le disait Pierre de Penafieux tout à l'heure. Donc on va développer ces éléments en trois temps, mais avant cela, je voulais aller droit au sujet de cette réunion et de ce qui vous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la sélection. Comment fait-on pour entrer à l'école alsacienne? Et donc, on veut vous donner directement l'information avec un double message qui est peut-être un petit peu paradoxal, mais on va essayer de dénouer tout cela. Il y a un élément factuel, c'est que nous avons de très nombreux candidats qui souhaitent entrer à l'école alsacienne chaque année. Ça se voit par le nombre de participants à cette réunion aujourd'hui. L'année dernière, nous avons eu environ 1500 candidats et nous avons malheureusement beaucoup moins de places disponibles. Nous avons, selon les années, entre 210 et 230 places disponibles à l'école alsacienne. On est malheureusement conscient de cela, mais ce qu'on souhaite vous dire ce soir, c'est que, en dépit de cette réalité, nous sommes vraiment là pour accueillir l'ensemble des élèves, quels qu'ils soient, avec leur profil, leurs particularités, dans leur diversité. Et en particulier, je vais insister sur ces points-là, nous sommes très heureux d'accepter chaque année des élèves qui demandent des bourses de scolarité, parce que l'école alsacienne est un établissement privé qui a donc un certain coût, mais des élèves peuvent tout à fait bénéficier de bourses de scolarité, j'y reviendrai, en étant à l'école alsacienne. Et un autre point très important, c'est que nous avons une politique active pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les élèves qui peuvent se trouver en situation de handicap. Et voilà, notre établissement leur est parfaitement ouvert. Alors, quelques chiffres. Ça, c'est la slide que je vais vous présenter et la moins agréable de toute cette présentation, puisque elle représente ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, c'est pas quelque chose de prospectif, c'est pas ce qui va se passer pour vous, pour vos enfants, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. Et vous voyez sur cette diapositive le nombre de candidats, le nombre d'élèves qui ont été admis
et ça vous donne voilà, une vision claire du fait qu'il est difficile d'entrer à l'école alsacienne parce qu'il y a beaucoup de candidats pour un petit nombre de places disponibles. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le changer. Ça veut dire aussi une chose très concrète, hein, c'est que bien évidemment, il est important que vous ayez d'autres solutions. Si jamais la réponse que nous donnons est négative, il faut absolument que votre enfant puisse trouver une autre solution de scolarisation. Donc voilà pour le tableau d'ensemble. Je vous donne aussi des précisions par niveau de classe. En effet, tous les niveaux de classe ne sont pas ouverts aux inscriptions en raison de la structure de l'école alsacienne qui commence avec un tout petit niveau de classe sur cette, enfin une seule classe, pardon, en petite section. Nous n'avons que 24 élèves et puis au fur et à mesure de la scolarité des élèves jusqu'en terminale, nous avons davantage de classes et donc davantage de possibilités de recruter. Peut-être Gauthier, tu peux préciser ce qu'il en est sur les niveaux dont tu t'occupes en primaire? Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, effectivement, quelques précisions pour que vous puissiez comprendre sur quel niveau vous pouvez candidater, sur quel niveau vous ne pouvez pas candidater. Alors tout d'abord, effectivement, nous avons une classe de petite section, mais cette classe, elle est exclusivement réservée aux petits frères et aux petites sœurs de l'école alsacienne, d'enfants déjà scolarisés à l'école alsacienne, parce que ça fait partie de nos critères de sélection. Pour l'entrée en maternelle et pour la rentrée en classe de CP, et uniquement pour l'entrée en maternelle et en classe de CP, nous donnons une priorité aux petits frères et aux petites sœurs d'enfants déjà scolarisés. Et donc, maintenant que la petite section est ouverte à l'école alsacienne depuis la rentrée 2017, à chaque fois, les 24 places que nous proposons sont prises par des petits frères et des petites sœurs de l'école alsacienne. Et même parfois, on est obligé de refuser et de décaler des entrées à l'école alsacienne sur l'année suivante en moyenne section. Alors, la moyenne section, c'est un niveau à laquelle vous pouvez candidater, ou votre enfant peut être candidat. Pourquoi? Parce que nous ouvrons une seconde classe et nous passons de 24 élèves dans la classe de petite section à 2 classes de 26. Donc, nous avons environ 28 places. 28 places à l'entrée en moyenne section. Vous ne pourrez pas candidater pour la grande section. Pourquoi? Parce que nous gardons 2 classes en grande section et donc les élèves de nos 2 classes de moyenne section forment l'effectif de nos élèves de grande section. Le niveau CP est un niveau qui est ouvert, dit ouvert, parce que nous proposons une 3e classe, et donc 26 places supplémentaires sont proposées. Les niveaux CE1 et CE2 sont des niveaux fermés, car nous conservons 3 classes en CE1 et 3 classes en CE2, et donc les effectifs de nos élèves qui étaient là en CP sont nos effectifs de CE1 et nos effectifs de CE2. Et arrive une 4e classe à l'entrée en CM1, et donc là, vous pouvez, votre enfant va être candidat à l'entrée en CM1, et donc 28 places, parce qu'en plus, nous changeons les effectifs de classe, nous passons de 26 élèves, si vous voulez, au cycle 2, CP, CE1, CE2, à 28 élèves dès l'entrée en CM1, et le niveau CM2 est un niveau fermé, parce que nous conservons 4 classes, et donc nos élèves de CM1 sont nos futurs élèves de CM2, et comme vous le voyez sur le tableau, et Brice Parent va reprendre la main pour vous expliquer plus précisément les candidatures sur le niveau collège et lycée, mais nous proposons 2 classes supplémentaires à l'entrée en 6e, donc 60 places environ qui sont proposées pour cette entrée au collège. Et exactement, sur le collège et le lycée, tous les niveaux sont ouverts, mais les 2 niveaux sur lesquels nous recrutons le plus, c'est la classe de 6e, à peu près 60 nouveaux élèves chaque année, dont un certain nombre pour notre classe à horaire aménagé musique, j'en reparlerai tout à l'heure. Et l'autre niveau sur lequel nous recrutons, c'est l'entrée en seconde. Environ 30 élèves sont recrutés chaque année sur ce niveau de classe. Pour les autres niveaux, ce sont les mêmes effectifs d'une année sur l'autre. Et donc, notre marge de manœuvre, nos possibilités d'inscription sont relativement réduites et varient beaucoup. En fait, ce sont des familles qui vont éventuellement demander à changer d'établissement, qui vont déménager, etc. Et donc, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 places disponibles sur chacun de ces autres niveaux, c'est-à-dire en 5e, 4e, 3e, première et terminale. C'est pour cette raison aussi que nous donnons des réponses tardives. Cela dit, nous acceptons les candidatures
sur ces différents niveaux de classe. Voilà pour les niveaux qui sont ouverts, alors qui seront ouverts à partir de demain, puisque notre formulaire d'inscription ouvre demain, mais ne vous précipitez pas, il sera ouvert jusqu'au 27 décembre et l'ordre dans lequel vous vous inscrivez n'a pas d'incidence sur la candidature. Alors, on veut insister sur 2 points. Donc, c'est difficile pour nous de sélectionner des élèves, mais on est très attentif, notamment à la question de la mixité sociale. Très attentif parce que on est un établissement privé sous contrat d'association avec l'État, donc avec des frais de scolarité, situé dans le 6e arrondissement de Paris, et donc il y a une forte homogénéité sociale. Et pour nous, on est convaincus que c'est au contraire, l'homogénéité, c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui est moins intéressant que l'inverse. On est convaincu que les différences nous enrichissent et donc on souhaite vraiment arriver à augmenter le nombre d'élèves qui peuvent être dans des situations plus compliquées. Et c'est pour ça qu'on a une politique active de bourse depuis de nombreuses années. Très concrètement, nous avons actuellement 11,2% de nos élèves qui bénéficient d'une scolarité aidée pour l'ensemble de cette année scolaire, c'est-à-dire dont l'école alsacienne prend en charge soit une partie, soit la totalité des frais de scolarité. Et nous avons pour objectif, dans les prochaines années, d'augmenter encore cette proportion au sein de l'école alsacienne. Je vous donne juste un graphique qui représente ce qui s'est passé sur les 7 dernières années et on souhaite que ce mouvement s'amplifie. Donc, le message qu'on veut vous faire passer, très très simple, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de payer les frais de scolarité qui sont ceux de l'école alsacienne, que vous trouverez sur le site internet de l'école, hein, ils sont tout à fait détaillés pour que vous puissiez savoir exactement à quoi vous vous engagez, nous avons un certain nombre de possibilités, de solutions, et vous pouvez tout à fait faire acte de candidature. Ça s'est traduit de manière très claire dans les recrutements qui ont été faits les années précédentes, puisque vous voyez que le nombre d'élèves qui bénéficient d'une bourse de scolarité, qui bénéficient d'une aide ou d'une prise en charge totale de la scolarité, a augmenté année après année. L'année dernière, c'était 20% de l'ensemble des élèves, et même davantage sur certains niveaux, en particulier en seconde, parce que c'était la moitié, un élève sur 2, parce que en seconde, et désormais en 6e aussi, nous avons mis en place un certain nombre de partenariats que nous appelons les partenariats Charcot. Charcot, c'est un ancien élève de l'école alsacienne, un grand explorateur qui avait donné le nom pourquoi pas à ses bateaux. Et donc, on a décidé de nouer des partenariats très riches avec des établissements très différents de l'école alsacienne, dont la plupart sont situés en REP. Nous avons des activités éducatives et pédagogiques avec certains élèves de ces établissements et nous avons une procédure de recrutement spécifique pour les élèves qui viennent de ces établissements scolaires. Je passe rapidement, mais je pourrais répondre à des questions si vous en avez. Alors, pour terminer sur ce chapitre-là, je pense que vous avez entendu parler d'un indice qui a été publié par le ministère de l'Éducation nationale récemment et qui montre qu'effectivement, en France, les établissements privés sous contrat sont globalement plus favorisés. C'est clairement le cas de l'école alsacienne. Hein. Vous le voyez sur ce tableau. On est situé dans les 15% d'établissements les plus favorisés selon cet indice. Alors, je ne vais pas vous donner le détail parce que sinon ça serait trop long. Donc, dans les 15% d'établissements de collèges, là c'est pour le collège, des établissements les plus favorisés à Paris. Malgré tout, vous voyez que il y a d'autres établissements qui le sont davantage, et il nous semble que c'est un des effets de notre politique de mixité sociale qui, comme vous l'avez vu, est à l'œuvre depuis plusieurs années et nous n'avons pas encore les chiffres pour les lycées. Ça sera intéressant de les voir. Et vous voyez qu'il y a certains établissements publics qui figurent sur ce tableau qui sont plus favorisés que notre établissement. Si on prend en compte les chiffres, voilà, c'est à relativiser, hein, si on prend en compte cet indicateur du ministère de l'Éducation nationale. Deuxième point sur lequel nous voulons vraiment insister pour dire que voilà, nous sommes ouverts à l'ensemble des candidatures, c'est que
nous sommes très attachés à faire en sorte que les élèves, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur particularité, puissent suivre une scolarité dans les meilleures conditions possibles à l'école alsacienne. Et de ce point de vue-là, nous sommes très attachés à la question de l'inclusion scolaire, qui permet de faire en sorte que des élèves en situation de handicap, que des élèves qui ont des situations médicales spécifiques ou qui ont des troubles des apprentissages puissent s'épanouir et qu'on puisse accompagner leur scolarité le mieux possible tout au long de leur parcours, puisque l'un des points particuliers aussi de l'établissement, c'est que on cherche vraiment à accompagner nos élèves quand ils le souhaitent, de la maternelle jusqu'à la terminale. Et donc, ce sont près de 7% désormais de nos élèves qui ont des adaptations particulières, un tout petit nombre qui sont dans une situation de handicap accompagnés par des AESH, mais enfin, je crois 25 sur l'ensemble de l'établissement. Et puis, on a fait en sorte d'avoir des bâtiments qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est la loi, mais je crois que c'est pas le cas dans tous les établissements. Nous avons une équipe très renforcée sur le plan médical. Nous avons la chance d'avoir un médecin scolaire, 2 infirmières scolaires, 3 psychologues qui travaillent aussi à l'école alsacienne, une équipe d'adjoints d'éducation et de CPE. On y reviendra très, très nombreuses parce que ce soit pour ces élèves-là, que ce soit pour l'ensemble de nos élèves, il nous semble fondamental de les comprendre et de les accompagner le mieux possible. Donc, grande sélectivité de fait, beaucoup de candidatures, peu de places, mais une véritable ouverture sur l'ensemble des élèves. Et c'est pour cela que nous tenons vraiment à proposer un entretien à chaque élève ou à chaque famille. On ne recrute pas des dossiers, on recrute des personnes. Et il est très important pour nous de les recruter, de les recevoir, de discuter avec eux. Ce sont les élèves que nous voyons à partir du CM1. Et pour les plus petites classes, évidemment, en CP et en maternelle, ce sont les parents que nous recevons, mais on pourra en dire un mot tout à l'heure. Alors, on en vient un peu plus dans le détail à notre projet pédagogique. Et on commence par la notion de coopération. Gauthier, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Brice. Oui, alors, la première des valeurs que nous voulions vous présenter, c'était la coopération. À l'école alsacienne, on apprend avec les autres et on apprend par les autres. C'est pourquoi nous préférons bien évidemment la coopération à la compétition. Dès le plus jeune âge, nous veillons à ce que nos élèves soient mis en situation pour apprendre avec d'autres, dans le cadre de leur classe, dans des demi-groupes, avec des élèves plus grands, des élèves plus jeunes. On s'autorise un certain nombre de rencontres qui permet aux élèves d'apprendre avec, bien sûr, leur enseignante, mais dans des initiatives coopératives les plus fréquentes possibles. Trois idées ici sur cette diapo. D'une part, des jeux mathématiques qui sont proposés par des élèves de CM1 à des enfants de petite section, qui permettent à nos élèves de CM1 de mobiliser des compétences et de gagner aussi en confiance en eux. C'est quelque chose d'important dans cette transmission de compétences entre enfants plus âgés vers les plus jeunes. Vous avez l'exemple classique et qui est une des activités phares de l'école alsacienne, la causerie, où des enfants viennent présenter le sujet qui leur plaît à leur classe, et quand il est bien maîtrisé, après avoir été présenté à sa classe et à ses pairs en maternelle, les enfants vont le présenter à des élèves plus grands. Et puis, très régulièrement, nous permettons à nos élèves de travailler en groupe, que ce soit dans des activités dites fondamentales, en français, en mathématiques, mais également dans toutes les autres disciplines, en EPS, bien sûr, en art, en musique, en langue vivante étrangère, et dès que c'est possible, parce que cet apprentissage permet de renforcer considérablement les compétences, mais aussi un apprentissage en lui-même. Apprendre à travailler avec les autres est absolument essentiel pour s'insérer dans le monde de demain. Alors, j'enchaîne. Oui, j'enchaîne sur le collège et sur le lycée. Même manière de voir les apprentissages. Le plus souvent possible. Nous avons de très nombreux travaux de groupe tout au long de la scolarité.
Et c'est vraiment une modalité d'enseignement que nous apprécions. Vous voyez là un exemple alors, qui commence à dater un peu, il faut qu'on renouvelle notre stock d'images, mais de coopération entre des élèves du niveau CM2 et des élèves de 5e. C'est-à-dire que très concrètement, dans le cadre d'un EPI, c'était des élèves plus âgés, des élèves de 5e qui transmettaient des notions à des élèves plus jeunes. Ça, c'est une des richesses exceptionnelles de notre établissement. C'est-à-dire que comme on a des élèves de primaire, de collège et de lycée, on peut avoir des interactions de ce type extrêmement riches. Et puis, on a développé tout au long de la scolarité un programme qu'on a appelé Entraide, qui permet à des élèves d'apporter leur aide à des camarades ou de trouver l'aide de d'autres camarades. Et c'est évidemment, tout ça est supervisé par des adultes, mais c'est vraiment une belle manière de transmettre, parce que quand on est capable de transmettre à l'autre, c'est qu'on a parfaitement appris et compris et maîtrisé une notion. Alors, de la même manière, pour nous, une bonne éducation, c'est évidemment aller à la rencontre des autres, quels qu'ils soient, et évidemment en dehors de l'école. L'école alsacienne a compris depuis très longtemps qu'on apprend beaucoup de choses entre les quatre murs de la classe, mais que sortir des murs de la classe et sortir de l'école, c'était explorer d'autres territoires et évidemment se confronter à d'autres cultures. Donc, nos élèves ont l'habitude d'explorer par des sorties scolaires, par des voyages, et ainsi, ils apprennent à découvrir d'autres cultures et donc à coopérer par les autres. Les sorties scolaires, les classes de découverte, les voyages dont on parlera ensuite Brice Parent, sont des activités extrêmement importantes et supports pour nous, pour les apprentissages scolaires, et ainsi découvrir d'autres environnements par les sorties, par les voyages, par les classes de découverte. C'est une manière de vivre avec les autres et c'est quelque chose que nous avons vécu différemment pendant la période Covid, mais qui ne nous a pas empêché, grâce à l'enseignement à distance, grâce aux échanges, de pouvoir continuer à rencontrer d'autres par l'intermédiaire du numérique, mais que nous reprenons avec plaisir cette année en multipliant nos voyages et nos classes de découverte. Même chose du côté du collège et du lycée. Alors, on est très heureux cette année parce qu'on peut reprendre à peu près normalement, enfin, notre programme, après les années Covid, notre programme de voyage scolaire et d'échange scolaire. Nous avons un certain nombre de voyages obligatoires, qui sont des voyages de niveau où on emmène 180 élèves pour un voyage de découverte. En 6e, il s'agit de l'Alsace. En 5e, Rome. Alors, ça peut changer, hein, mais pour l'instant, c'est ça. En 4e, on a un défi entre classes qui met en avant la solidarité au sein de chaque groupe d'élèves. Pour les secondes, c'est un voyage à Florence qui va avoir lieu d'ici quelques semaines. Et nos élèves de terminale, cette année, nous les emmenons à Berlin. Ça, ce sont les voyages obligatoires auxquels participent tous les élèves d'un même niveau. Il y a également des voyages facultatifs. Vous voyez notamment le voyage humanitaire au Sénégal, qui est vraiment un moment de découverte formidable pour les élèves qui ont la chance d'y participer. Et puis, nous avons un programme d'échange. Nous avons mis en place plus d'une trentaine de partenariats avec des établissements dans le monde entier, avec lesquels il peut y avoir soit des échanges de courte durée, de 15 jours, qui sont plus à vocation culturelle, soit des échanges d'immersion de longue durée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois. Là, c'est un tout petit nombre d'élèves qui part dans ces cas-là, mais c'est une magnifique possibilité de découvrir non seulement une autre langue, mais aussi une autre culture, une autre manière de faire cours. On a parlé de cette première notion essentielle. Disons un mot de la créativité. Qui est inscrite au plus profond de l'école alsacienne, puisque elle figure dans la devise de l'école. Notre tradition réside dans la quête de l'innovation. Alors, c'est une devise en latin, mais qui dit à quel point la question de l'innovation est au cœur de ce que nous essayons de faire et de transmettre. Cela passe par de l'innovation pédagogique. On essaye
de permettre à nos élèves, à nos professeurs déjà, de mettre en œuvre les projets qu'ils souhaitent mener, de tenter de nouvelles choses, de leur permettre d'avoir, comme c'est le cas sur cette photo, des situations d'apprentissage un peu différentes. Toutes nos classes ne sont pas comme ça, mais nous en avons plusieurs dans l'établissement. Ce sont des classes mobiles ou flexibles qui permettent de disposer les élèves soit par groupe, soit d'une autre manière, en frontal, par exemple, soit en cercle, en arc de cercle, et donc au sein d'une même séquence, d'une même séance, de changer la manière de travailler, puis avec des tableaux un petit peu partout pour faciliter la participation et l'activité des élèves. Dans le prolongement de cela, nous sommes aussi évidemment très attentifs aux innovations en matière de numérique. Nous avons nous équipons l'ensemble de nos élèves, de la 5e jusqu'à la terminale, d'un outil numérique individuel, à la fois parce que nous pensons que l'éducation au numérique est une nécessité partagée entre l'école et les familles, et nous œuvrons dans ce domaine-là, mais aussi parce que cet outil numérique, ce sont des tablettes numériques, permettent de prolonger ce que les professeurs peuvent faire avec leurs élèves lorsqu'ils ont un papier, un crayon. Il y a déjà énormément de choses à faire, et tous nos élèves gardent un stylo, des cahiers, mais ils ont aussi cet élément supplémentaire qui leur permet, à certains moments, de démultiplier les possibilités au sein de la classe. Alors, développer la créativité parmi nos élèves, c'est évidemment apprendre dans tous les domaines. Et pour ça, nous avons un grand principe de la maternelle à la terminale, c'est que nous ne hiérarchisons pas les disciplines. Pour nous, il est important que les défis soient proposés aux élèves, quelles que soient les disciplines, et qu'ils s'y engagent en EPS, en psychomotricité, en mathématiques, en français, dans toutes les matières, en histoire, en sport, en musique et en art. Et c'est pour nous absolument essentiel. Pourquoi? Parce que chacune des disciplines que nous proposons aux élèves peut être aussi l'occasion de s'y révéler et donc d'être valorisé dans la discipline qui convient à chacun des enfants qui sont scolarisés à l'école alsacienne. Et pour nous, donc la réussite dans un domaine, dans une discipline, c'est un point d'appui pour les autres disciplines. Donc, nous veillons à ce que nos élèves ne soient pas sélectifs dans leur manière d'appréhender les apprentissages et nous veillons à ce que dans chacune des matières, ils se développent leur goût pour l'effort et puis qu'ils affrontent et dépassent des défis. C'est la même chose, évidemment, au collège et au lycée. Et Brice va pouvoir vous dire un petit mot, notamment la diversité des langues. Langue que nous commençons à l'école alsacienne dès la classe de CP avec l'anglais, que nous enseignons suivant les programmes de l'éducation nationale. Grosso modo, 1h30 par semaine d'anglais pour tous nos élèves. Et parce que je sais que c'est quelque chose qui est parfois connu où vous posez la question. Et nous proposons en CE1 une initiation à la langue et à la culture chinoise. Brice, je te rends la parole. Oui, cette diversité des apprentissages ou cet intérêt pour l'ensemble de ce qui se fait à l'école, sans hiérarchie, elle se poursuit tout au long de la formation. Diversité des langues, tu le disais, Gauthier, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Dans un certain nombre d'établissements, c'est difficile de faire autrement que d'avoir l'anglais et l'espagnol. Nous sommes très attachés à proposer le plus de langues possible. L'anglais, bien évidemment, l'espagnol, bien évidemment, mais aussi l'italien, le chinois, l'allemand, le russe sont des langues qui occupent une place importante dans l'établissement et nous souhaitons maintenir cela pour les langues en elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont pas un moyen, l'allemand, par exemple, c'est pas un moyen d'être dans une classe de germaniste avec un bon niveau. C'est fait parce que nous sommes persuadés, nous enseignons l'allemand de tradition depuis très longtemps, et parce que nous pensons vraiment que c'est une langue qui a toute sa place dans l'enseignement et qui permet de donner du sens notamment à la construction de l'Europe, mais qui permet plein d'autres choses, bien évidemment. Même chose sur la classe à horaire aménagé musique. J'en dis un petit mot.
C'est une offre supplémentaire de l'école alsacienne qui montre, là encore, l'importance de tous les enseignements, y compris dans le domaine artistique. C'est vraiment une classe à horaire aménagé musique. C'est-à-dire que on tient, il y avait une question tout à l'heure dans le chat à ce sujet, nous tenons à ce que les élèves qui sont inscrits dans cette classe pratiquent un instrument, que ce soit dans un conservatoire ou dans une école de musique, mais qu'ils aient une pratique régulière, importante, et que la musique fasse vraiment partie de leur vie pour pouvoir s'inscrire dans cette classe. Donc, c'est pas juste l'aménagement horaire qui ouvrirait la possibilité à des sportifs, par exemple, d'y participer. On tient aussi à ce qu'il y ait une communauté parmi les élèves autour de la musique. Le point suivant que l'on voulait souligner, c'est le fait que il y a dans l'établissement une continuité entre les apprentissages fondamentaux, ceux qui font partie des programmes, nous respectons les programmes de l'éducation nationale, bien évidemment, mais aussi ce qui se fait en plus, au-delà du scolaire, qui est facultatif, mais qui représente quelque chose d'important dans l'établissement. C'est ce qu'on appelle les ateliers périscolaires. Ça donne la possibilité à des élèves de faire du sport, de pratiquer des arts, de pratiquer le théâtre, de pratiquer le code, tout un tas d'activités scientifiques. Voilà. Et ce qui nous semble particulièrement important, c'est que ça pourra être pour certains élèves une façon aussi d'être reconnu. Vous avez là sous les yeux la photo d'un des spectacles que l'école, l'atelier théâtre a mis en scène il y a quelques années. Certains élèves pouvaient rencontrer des difficultés en classe, dans les cours traditionnels, et tout à coup s'épanouir, découvrir le travail, découvrir la coopération à plein dans cette activité reconnue au sein de l'établissement. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, nous avons beaucoup de vidéos, de différentes prestations de nos élèves dans ce domaine. Dernier point que nous souhaitons souligner, la confiance. Oui, alors bien évidemment, la confiance dans un environnement très incertain comme celui que nous vivons actuellement, c'est quelque chose que nous préférons à la crainte. Et une première chose que nous souhaitons pour nos élèves, c'est qu'ils viennent heureux chaque matin à l'école. Alors pour cela, qu'est-ce que nous faisons? Eh ben, nous disposons d'une équipe éducative nombreuse, on l'a cité tout à l'heure, notamment quand on parlait de l'inclusion scolaire. Et donc une équipe éducative nombreuse qui travaille aux côtés des enseignants. 4 conseillers principaux d'éducation, une quinzaine d'adjoints d'éducation, 2 infirmières, un médecin, 3 psychologues qui travaillent à l'école alsacienne. Et ce sont des personnels qui participent d'une part au conseil de classe et à toutes les réflexions autour de la réussite d'un élève et de son épanouissement dans sa scolarité à l'école alsacienne. Et donc, ces personnels qui participent à nos réflexions pédagogiques et éducatives sont évidemment disponibles pour échanger avec les élèves et avec les parents. Et ainsi, on veille à ce que chacun des élèves trouve une oreille attentive. Et nous proposons donc, de la maternelle au lycée, un accompagnement bienveillant pour l'ensemble de nos élèves. Et c'est cette continuité des élèves qui sont là, certains depuis les plus petites classes et d'autres qui arrivent en cours de route, mais qui ont vocation à rester sur le long terme à l'école alsacienne. C'est cette continuité qui permet d'établir un climat évidemment de confiance, qui nous permet de connaître les élèves et de les aider parfois à surmonter des difficultés et à affronter des défis éducatifs, scolaires ou personnels. Peut-être sur la confiance, on l'a dit déjà tout à l'heure, et c'est un des faits qui entraîne que la sélectivité elle est importante à l'école alsacienne. Nous ne pratiquons pas la sélection parmi nos propres élèves. Et ils ont vocation tous à rester à l'école alsacienne et y accomplir leur scolarité. Et il nous semble que c'est un élément de construction important de confiance et donc de sérénité pour être élève et pour avoir une scolarité sereine à l'école alsacienne. À côté, pour développer cette confiance, il y a évidemment tout ce qu'on appelle, nous, les domaines apprendre à apprendre. Et la première des choses que nous faisons pour que les élèves aient conscience
de leurs apprentissages et qui soient acteurs de leurs apprentissages, c'est de privilégier une évaluation positive des élèves. Nous valorisons leur progrès et nous attachons à établir ce que les élèves connaissent et à partager avec eux et avec vous, et avec les familles, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent pour ainsi faire des points précis et leur dire ce sur quoi ils ont encore à progresser. Nous pratiquons l'évaluation des éléments de programme. C'est aujourd'hui ce que l'éducation nationale recommande et en général sur une échelle à 4 niveaux de progrès. Et bien évidemment, plus que la note, plus que cette évaluation, ce qui compte pour nous, ce sont ce sont les appréciations que les enseignants soignent et ont cœur à partager avec les élèves et avec leurs familles. Dans cette idée d'apprendre à apprendre qui nous tient à cœur, évidemment, si les connaissances, elles sont indispensables, elles ne sont pas suffisantes. Et donc, nous portons une attention toute particulière à l'acquisition des méthodes et des savoir-faire, du partage des stratégies, des activités de recherche et d'expérimentation. Parce que notre ambition première, elle est bien sûr également de développer l'esprit critique des élèves et leur goût pour les démarches actives de recherche et d'investigation, pour qu'ils participent évidemment à la construction de leurs propres apprentissages. Nous donnons un rôle particulier aux parents. Brice, est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot de la participation active des parents au sein de l'établissement ? Alors Pierre de Panafieux a commencé par cela. L'école alsacienne, c'est un établissement scolaire qui a été fondé par des parents il y a fort longtemps, mais c'est eux qui sont à l'origine de la création de notre établissement. Et ce qui est sûr, c'est qu'un élève s'épanouit dans sa scolarité à partir du moment où la coéducation se passe bien et où nous pouvons travailler en confiance. C'est donc très important pour nous de réserver une place aux parents d'élèves au sein de l'établissement qui peuvent accompagner des voyages scolaires, participer à certaines instances. Là, vous avez une instance qui est très importante pour nous, qui s'appelle le comité quadripartite, dans laquelle les parents sont représentés et jouent un rôle essentiel. Et pas seulement les parents, les élèves aussi sont actifs. C'est-à-dire que l'établissement, pour nous, c'est un lieu dans lequel les élèves, les familles peuvent s'impliquer, je viens de le dire, mais les élèves également. Et ce qu'on essaye de susciter chez eux, c'est cette envie de réaliser des projets. Tout à l'heure, on parlait en tout cas dans le chat de pédagogie de projet, qui est quelque chose à quoi nous croyons fortement. Mais au-delà de ce qui peut se faire dans la classe, l'école est aussi un lieu dans lequel les projets peuvent se réaliser. Nous encourageons nos élèves à venir nous voir et à mettre en œuvre certaines de leurs idées. Ça nous semble vraiment quelque chose de très important. En résumé, parce que je pense qu'on a fait un tour de ces points fondamentaux du projet pédagogique, on peut dire que ce que nous essayons de proposer, c'est une éducation laïque et bienveillante. Avant tout, une éducation, parce que on peut se dire que cette éducation s'appuie bien évidemment sur la transmission de savoir. Et ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Mais l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de permettre à chacun de devenir cette personne, ce citoyen qui est encore en développement. La question de la laïcité est fondamentale. Ça rejoint l'idée d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres. Et puis, on essaye de faire tout cela avec un accompagnement de qualité et une bienveillance qui permet justement aux élèves de s'épanouir à l'école alsacienne. Alors, on vous a dit déjà beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver d'autres éléments sur notre site internet. On veut vous donner maintenant un certain nombre d'informations pratiques parce que c'est important de savoir comment la scolarité s'organise. Un premier point très très simple sur les horaires. C'est souvent une question que nous avons, donc nous la devançons. Peut-être effectivement, commençons d'abord pour la maternelle et pour l'élémentaire. Les cours sont dispensés sur 4 jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et nous travaillons le matin de 8h30 à 11h30, puis de 13h30 à 16h30. Nous proposons à partir de la classe de CP des études encadrées entre 17h et 18h.
Et des ateliers périscolaires sont proposés le midi. Votre enfant peut participer à un atelier, et les ateliers sont très divers. Ça peut être du yoga, de la cuisine, des ateliers scientifiques, différentes pratiques de sport, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est un midi par semaine entre 12h30 et 13h30. Et également, votre enfant peut participer à un atelier un soir entre 17h et 18h. Il n'y a donc pas de cours le mercredi matin. En revanche, nous ouvrons l'école pour des ateliers périscolaires et nous proposons à partir de la classe de moyenne section des ateliers entre 9h et midi, auxquels vous pouvez inscrire votre enfant si vous le souhaitez. Pour ce qui est du collège et du lycée, en collège, pour l'essentiel, les cours, l'amplitude horaire, enfin ça vaut aussi pour le lycée, c'est 8h, 17h. En 6e, 5e, on essaie de les faire commencer plutôt à 9h, mais c'est pas toujours possible. On leur ménage une pause méridienne à chaque fois que possible de 2 heures. Nous avons cours le mercredi matin, il n'y a pas de cours le samedi matin. Et en lycée, attention, c'est la même chose, mêmes horaires, pas de cours le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, c'est réservé à l'association sportive. Pas de cours le samedi matin, même si la complexité des emplois du temps fait que peut-être un jour, on sera obligé d'y venir à force de réforme de l'éducation nationale. Mais pour l'instant, on y arrive. En revanche, les élèves qui suivent certaines options peuvent avoir des cours en soirée, donc entre 17h. Donc, je ne parle que des lycéens. Au lycée, on peut avoir cours de 17h à 18h, voire jusqu'à 18h45. Et parfois, dans de rares cas, 19h40, mais on essaye quand même d'éviter cela. C'est réservé à un petit nombre d'options. Voilà pour les horaires. Il faut que je vous dise un mot important sur les enseignements qui sont proposés au collège et au lycée, d'autant que les enseignements dont je vais parler maintenant, donc là je m'adresse uniquement pour les candidatures au collège et au lycée, ont une incidence sur l'inscription. L'une des questions que nous vous posons quand vous souhaitez inscrire votre enfant au collège, c'est est-ce que vous souhaitez l'inscrire en classe musicale ou non? Et ce seront deux types de candidatures différentes. Pourquoi? Parce que j'ai un certain nombre des élèves qui sont en CM2 à l'école alsacienne cette année, qui vont passer l'année prochaine en 6e et qui auront envie d'intégrer la classe musicale. En fonction de cela, il me restera un certain nombre de places disponibles pour les nouveaux élèves arrivants. Et même chose pour la section, pour les autres classes qui ne sont pas des classes musicales. Donc, cette information, elle est très importante pour nous. Et en plus, la candidature est un petit peu différente puisque nous serons amenés à évaluer l'engagement dans son parcours de musique de l'élève candidat. La classe musicale, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un horaire à aménager, concentré sur les matinées, c'est-à-dire que nous essayons le plus possible de mettre les cours le matin pour dégager les après-midi. C'est pas toujours complètement possible. Il peut y avoir des cours, notamment de 14h à 15h. Si jamais l'élève suit des options, ça risque d'être après 15h sur l'emploi du temps parce que ça ne rentre pas sinon. Ces après-midi qui sont quand même très dégagés permettent aux élèves de pratiquer en autonomie leur instrument et de suivre les cours du conservatoire, puisqu'il faut être inscrit dans un conservatoire ou dans une école de musique pour que le parcours en classe musicale soit valide. Une partie de cet enseignement peut être suivie à l'école alsacienne. En tout cas, on peut valider, ça dépend des accords avec les conservatoires, la pratique collective, parce que nous avons un atelier de musique de chambre, nous avons un atelier choral qui peut aussi fonctionner, et même un atelier, je le disais tout à l'heure, groupe rock. C'est un très beau parcours, la classe musicale. Ça permet à des élèves de devenir musiciens, pour certains d'entre eux. Pour d'autres, de pratiquer de façon intense la musique tout au long du collège, à un moment où souvent les élèves disent oui, bon, j'ai trop de devoirs, ou arrivé en 4e, voilà, commence à se dire non, là vraiment, je n'ai plus envie de jouer de mon instrument, de suivre les cours. La classe musicale permet d'avoir cette continuité dans la pratique d'un instrument de musique jusqu'en 3e. Nous ne proposons pas de classe musicale au lycée. Et là, deux possibilités, soit aller dans un lycée parisien qui propose une classe musicale,
Un certain nombre de nos élèves, 2, 3 par an, font ce choix-là. Les autres font le choix de rester à l'école alsacienne pour poursuivre leur lycée. Donc, première possibilité que vous avez quand votre enfant candidate en 6e, 5e, 4e ou 3e à l'école alsacienne. La deuxième question très importante qui se pose notamment à l'entrée en 6e, c'est la question des langues, puisqu'il y a un choix à faire. Alors, là encore, c'est quelque chose de très important. L'anglais, c'est pas une question pour nous, c'est la première langue vivante ou la LVA pour l'ensemble de nos élèves. On parle de LVA, enfin de LV1 puis de LVA, de la 6e jusqu'à la terminale, anglais pour tous. Pour la deuxième langue vivante, qui est obligatoire, nous offrons 4 possibilités, je le disais tout à l'heure, le chinois, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Le petit point simplement à voir, c'est que pour ce qui concerne le chinois et l'allemand, le choix se fait à l'entrée en 6e. Pour ce qui concerne l'italien et l'espagnol, c'est un choix qui se fait simplement en 5e. En fait, nous avons décidé de commencer un petit peu plus tôt l'enseignement du chinois et de l'allemand pour les élèves qui ont comme ça un parcours plus conséquent sur ces 2 langues-là. Mais attention, une fois qu'on a choisi le chinois ou l'allemand à l'entrée en 6e, on ne peut pas changer, parce que c'est très compliqué pour nous de gérer ça, entre la 6e et la 5e. Donc, ça reste un engagement sur l'ensemble de la scolarité. Ce choix, il est déterminant dans l'inscription, pour la même raison que pour la classe musicale, c'est que entre le passage du CM2 à la 6e, un certain nombre des élèves de CM2 vont choisir leur langue, certains vont choisir le chinois, certains vont choisir l'allemand, d'autres vont choisir de ne pas encore choisir, mais d'attendre la 5e pour cette fois-ci prendre soit l'italien, soit l'espagnol. Et en fonction de cela, moi, je sais combien de places sont disponibles à l'entrée en 6e pour des nouveaux élèves. Très concrètement, il y a un petit peu plus de places disponibles chaque année du côté du chinois et de l'allemand. Donc, ça veut dire, une probabilité d'entrée un petit peu plus grande, mais attention, parce que votre choix, s'il se fait sur la langue, c'est un engagement pour l'ensemble de la scolarité. Et donc, c'est très compliqué de ensuite expliquer à son enfant que s'il fait du chinois ou de l'allemand, c'est parce que vous vouliez lui permettre plus facilement d'intégrer l'école alsacienne. Non, il faut faire ce choix en concertation avec votre enfant et qu'il corresponde à son souhait et qu'il souhaite discuter avec lui. J'espère que ça a été clair sur ce point. Je peux y revenir par la suite. Alors, ça, ce sont d'autres options que nous proposons, mais qui, contrairement aux précédentes, ne constituent pas des éléments essentiels par rapport à la sélection. C'est-à-dire qu'on vous dira d'abord, votre enfant est admis ou votre enfant ne l'est pas, mais s'il est mis dans un second temps, on vous demandera s'il souhaite intégrer des options que nous proposons au lycée, donc par exemple une 3e langue vivante, un enseignement dit de discipline non linguistique en histoire et géographie pour ce qui concerne le chinois, l'allemand ou l'anglais. Très concrètement, ça veut dire que certains élèves peuvent avoir 2 heures de cours supplémentaires d'histoire et géographie en chinois, d'histoire et géographie en allemand ou d'histoire et géographie en anglais. Même chose pour la SVT. Certains élèves peuvent choisir d'avoir un enseignement supplémentaire, cette fois-ci c'est 1h30, en plus de sciences de la vie et de la terre dispensées en anglais. Plus simple, nous proposons aux élèves qui le souhaitent l'enseignement du latin. C'est proposé à tous les élèves pour la 5e et puis ensuite c'est facultatif de la 4e jusqu'à la terminale, mais nous n'avons pas de latiniste grand débutant à l'entrée au lycée, c'est la suite du parcours du collège. Pour le grec, en revanche, nous le débutons à l'entrée au lycée en seconde. Et nous avons aussi des enseignements en arts plastique, cinéma, audiovisuel, théâtre. Mais encore une fois, nous vous donnerons une réponse, votre enfant est admis ou n'est pas admis, et puis ensuite, il pourra intégrer l'une de ces options, à condition qu'il reste suffisamment de places disponibles. Dernier point que je souhaitais souligner, très spécifique lui aussi, il concerne les spécialités. Vous savez désormais que c'est ce qui a remplacé les séries au niveau de la première et de la terminale. Nous les proposons selon cette organisation-là. Les élèves doivent avoir 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale. Vos enfants, au moment où vous allez remplir le questionnaire en ligne, ne savent pas encore quelles sont leurs spécialités ou quelles sont les 2 spécialités qu'ils gardent pour ceux qui passent en terminale. Donc, nous vous interrogerons un petit peu plus tard dans l'année, au mois de janvier, février,
À ce moment-là, ça sera des informations importantes parce que là aussi, on peut avoir des questions d'effectifs et avoir des places disponibles dans certaines spécialités et pas dans d'autres. Donc, on vous posera cette question le moment venu. Voilà pour ces informations pratiques. Nous terminons, et comme ça on aura un vrai temps de questions par la suite, nous terminons avec le calendrier des inscriptions. En ce moment, on en est à la première phase d'information. C'est ce que nous faisons ce soir. Vous pouvez consulter notre site internet qui est relativement fourni et qui vous apportera beaucoup de réponses. Vous devez ensuite remplir le formulaire en ligne. Donc, tout le monde passe par le formulaire en ligne. Ça simplifie la procédure pour nous. Il sera ouvert à partir de mercredi jusqu'au mardi 27 décembre. Donc, il faut le faire à un moment donné, dans cette période-là. Après, c'est trop tard. Mais peu importe le moment, puisque nous ne prenons pas en compte l'ordre d'arrivée. Ce n'est pas un critère de sélection. Par la suite, il y a… Oui, peut-être là, je parle spécifiquement de la maternelle et de l'élémentaire. vas-y, très bien. Comme ça, et puis ça permet de répondre à des questions qui sont aussi dans le chat pour les familles. Alors, vous allez pouvoir remplir dès demain et dans les jours à venir ce formulaire en ligne. Quand vous l'aurez rempli, nous le recevons. Et ensuite, pour les candidatures moyenne section, CP et CM1, c'est mon secrétariat qui va vous recontacter par mail. Alors, d'abord, pour la classe de moyenne section et pour le CP, vous recevrez dans les quelques jours après avoir déposé votre candidature un mail qui vous informera que nous avons bien reçu votre candidature et sur lequel nous vous donnerons un lien qui vous permettra de prendre un rendez-vous avec un des membres de la direction de l'école primaire. Et chaque famille a donc pour ses candidatures en moyenne section ou en CP et CP, parce que des fois, vous pouvez avoir un enfant qui candidate en moyenne section et en CP, un entretien d'une vingtaine de minutes. Et alors, quel est l'objet de cet entretien et à quoi il sert? Parce que c'est la question que vous vous posez. Quel critère? En fait, la première, nous, on a besoin de comprendre votre cheminement et qu'est-ce qui fait que pour la scolarité de votre enfant, vous souhaitez l'école alsacienne. Qu'est-ce qui retient votre attention dans notre projet d'établissement? Quel choix vous opérez? Qu'est-ce que vous recherchez? Et on veut s'assurer finalement que ce que vous recherchez, nous le proposons. Vous nous choisissez et nous vous choisissons. C'est une histoire de double choix. Et nous ne rencontrons pas les enfants pour la maternelle ni pour le CP. C'est quelque chose, certainement d'autres établissements peuvent le proposer. Nous ne savons pas le faire. Et c'est avec vous que nous voulons discuter et échanger, parce que c'est vous qui choisissez à cet âge-là l'établissement pour votre enfant. Donc l'entretien, il est absolument essentiel pour nous parce qu'il nous permet de nous assurer que ce que vous recherchez correspond à ce que nous proposons et finalement que nous partageons un certain nombre de valeurs éducatives. Donc ça, c'est pour la maternelle et pour le CP. Pour la classe de moyenne section, et donc ces rendez-vous-là, pour la moyenne section et pour le CP, ces entretiens-là vont s'organiser jusqu'à la fin du mois de janvier à peu près. Et pour ceux qui vont s'inscrire au cours du mois de novembre et certainement dans les premiers jours du mois de décembre, vous pourrez obtenir un rendez-vous avant la fin décembre 2022. Pour la classe de CM1, cette fois-ci, c'est les enfants que nous rencontrons. Et donc, nous leur proposons deux choses. D'une part, un test écrit en français et en mathématiques, un test qui correspond à ce qui se passe dans les classes de CE2 au milieu de l'année à peu près, parce que ce test a lieu le 15 mars pour les enfants qui peuvent être présents. Je dirais un petit mot tout de suite après des enfants qui sont à l'étranger ou en classe de découverte à ce moment-là. Et un test en français en mathématiques. On invite les enfants un mercredi après-midi à l'école et on regarde ce qu'ils savent faire. Pour nous, c'est important de comprendre et pour s'assurer qu'ils pourront sereinement s'inscrire dans les apprentissages que nous proposerons à la rentrée en CM1. Et puis, ils ont aussi un entretien avec un des professeurs de l'école. Évidemment, à l'entrée en CM1, on ne leur demande pas pourquoi
ils ont choisi l'école alsacienne. On sait encore que c'est une proposition et un choix des parents. Par contre, nous nous intéressons à leur centre d'intérêt, à leur curiosité. Nous les faisons lire pour nous assurer que leur niveau de lecture est satisfaisant. Et c'est souvent à partir de plusieurs textes qu'on peut leur proposer qu'on a un certain nombre d'échanges. Et la question qu'on pose ensuite à nos professeurs, et c'est la même question qui je crois poser aux professeurs qui recevront les élèves au collège et au lycée pour les entretiens, c'est de savoir est-ce que vous imaginez, est-ce que vous souhaiteriez avoir cet enfant dans votre classe. Voilà comment on effectue les entretiens et les tests, et donc notre sélection que nous rendons pour les classes de moyenne section CP et CM1 à la fin du mois de mars 2023. Voilà pour l'organisation des entretiens et des réponses aux demandes pour la maternelle et le collège, Brice. Alors, pour le collège et le lycée, le fonctionnement est très similaire. Le point sur lequel je veux insister, c'est que, sauf si se passait je ne sais quoi, mais nous tenons à rencontrer tous les élèves pour le collège et pour le lycée. Tous les candidats. Nous ne faisons pas de présélection des candidatures. Nous organisons un entretien avec l'ensemble des candidats. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous semble important. Nous n'avons pas envie de recruter des dossiers, nous avons envie de recruter des élèves, et pour cela, l'échange est important. Alors, c'est un échange cadré avec des professeurs de l'école alsacienne qui se fait par visioconférence. On a gardé cette modalité-là, qui franchement fonctionne bien et plus souple pour tout le monde, plutôt que de vous obliger à venir jusqu'ici à des horaires compliqués. Donc, c'est un entretien en visio avec l'ensemble des élèves candidats de la 6e jusqu'à la terminale. Il y a un petit élément supplémentaire pour les élèves qui candidatent pour le niveau 6e. Nous organisons cette fois-ci en présence à l'école alsacienne un test en français et en mathématiques, parce que nous avons beaucoup de candidats sur ce niveau. Les bulletins des écoles primaires sont parfois très lisibles, parfois un tout petit peu moins, et donc il nous semble plus juste d'évaluer le niveau de maîtrise du français et le niveau de maîtrise en mathématiques pour l'ensemble des élèves qui candidatent en 6e. Ça ne vaut que pour la 6e. Donc, pas de panique. C'est un test qui évalue le niveau attendu en cours de CM2. Pas de révision particulière. Ça peut être un petit peu compliqué de répondre parfois. Voilà, ça peut arriver, mais voilà, que vos enfants viennent sereins à ce test qui sera organisé dans le courant du mois de janvier ou du mois de février, en parallèle des entretiens en visio pour ces élèves-là. Pour les réponses, 6e et seconde, on essaie de vous répondre dès le mois de mars, au retour des vacances d'hiver. Pour les autres niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait le nombre de places disponibles qu'au moment où les familles nous ont avertis d'un éventuel déménagement. Et donc, nous sommes obligés de donner des réponses plus tardives, avril, mai plutôt, pour ces niveaux. Les réponses, c'est soit vous êtes admis, soit on ne peut pas admettre votre enfant, soit liste d'attente, parce que nous gardons jusqu'au 1er septembre un certain nombre d'élèves en liste d'attente. Alors, un point très important, il y a eu une question sur cela dans le chat par rapport à Affelnet. Affelnet, c'est la procédure d'affectation des élèves dans les lycées. Donc, pour les élèves qui sont actuellement en 3e et qui candidatent à l'entrée en seconde, ils sont concernés. Jusqu'à l'année dernière, je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en sera de cette année, parce que le rectorat nous fait des petites surprises, et donc la procédure Affelnet, elle change à peu près chaque année. Mais si on se réfère à ce qui valait l'année dernière, et bien évidemment, nous vous fournirons les informations si jamais il y a un changement par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Sont concernés par Affelnet les élèves qui sont scolarisés dans un lycée public parisien et qui souhaitent venir à l'école alsacienne. Et uniquement cela.
Si votre enfant est cette année dans un collège parisien public, alors effectivement, il doit remplir la procédure AFELNET, même si sa candidature se porte sur l'école alsacienne. Et il doit aussi mettre l'école alsacienne en premier vœu. Mais normalement, à la date où vous aurez à remplir AFELNET, vous aurez déjà la réponse de l'école alsacienne. Et si elle est favorable, vous pourrez mettre sans difficulté l'école alsacienne en vœu 1 pour qu'il soit affecté à l'école alsacienne. Il n'y a pas de difficulté. En fait, c'est simplement que le rectorat de Paris veut se garantir qu'il n'y ait pas une fuite vers les établissements privés. C'est-à-dire que ce qu'il constatait les années précédentes, c'est que des élèves étaient inscrits dans des établissements publics alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils allaient aller dans des établissements privés. Voilà pourquoi il y a cette procédure-là. Pour les autres élèves, c'est-à-dire des élèves qui ne résident pas à Paris, ou pour des élèves qui sont cette année dans un établissement privé sous contrat, ils ne sont pas concernés, en tout cas l'année dernière, ils n'étaient pas concernés par cette validité spécifique qui concerne AFELNET. Voilà sur le calendrier des inscriptions et sur la présentation. Je vais préciser une chose parce que la question est venue dans le chat. Que se passe-t-il si, pour des candidats, on va dire, en CM1 et en 6e, si l'enfant est à l'étranger en classe de découverte? Dans ces cas-là, alors pour les CM1, et peut-être Brice complétera pour la 6e, je crois que c'est exactement la même chose, nous faisons donc un entretien uniquement en visio, et donc uniquement à distance, et on sait tout à fait s'organiser. Oui, tout à fait. Pour des élèves qui ne peuvent pas se rendre au test, pour les élèves de 6e, ça n'a pas d'importance. Soit on peut reporter, soit on se passe du test. Les élèves qui sont à l'étranger, les élèves qui sont en province, évidemment, on ne leur demande pas de venir à Paris pour passer le test d'entrée à l'école alsacienne. Nous sommes très attentifs sur la lecture des bulletins et nous compensons l'absence de test de cette manière-là. Il nous reste la possibilité de répondre à des questions. Je vois qu'elles sont très nombreuses dans le chat. Peut-être, Thomas, tu peux nous aiguiller sur des questions des questions importantes auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs questions sur les critères d'éligibilité aux bourses. Oui. Alors, donc ça, c'est un élément qui est évidemment important. On a insisté là-dessus tout à l'heure. La question dépend, ce qu'on prend en compte, c'est la situation familiale. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte. Le nombre d'enfants scolarisés à l'école alsacienne. L'indication qu'on a rendue publique l'année dernière, il y avait eu un article dans Le Parisien à ce sujet, c'est que en gros, un de nos critères en dessous duquel la question de la prise en charge d'une bourse va à peu près de soi, et là je parle d'une bourse complète de scolarité, c'est quand on a des revenus qui sont en dessous de 40 000 € sur une année. Quand on est au-dessus, il y a quand même la possibilité de faire une demande parce que sur certaines situations, on peut avoir une bourse partielle. De toute façon, si vous estimez que le fait de payer les frais de scolarité de l'école n'est pas possible pour vous, faites cette demande de bourse. Ça ne sera absolument pas préjudiciable sur votre candidature. Je serais tenté de dire au contraire. Donc, vous pouvez faire cette demande. Dans un premier temps, nous vous demandons uniquement, ça c'est pour le fait de remplir le dossier, nous vous demandons uniquement de nous fournir votre dernier avis d'imposition et ça vous permet de ne pas avoir à payer les frais de dossier. Dans un second temps, si la candidature de votre enfant est retenue, nous examinerons nous vous demanderons de compléter le dossier, nous vous demanderons davantage d'informations, ce qui nous permettra de vous donner rapidement après l'admission à l'école une réponse sur la bourse pour que vous ayez tous les éléments en temps et heure avant de valider définitivement l'inscription de votre enfant à l'école alsacienne. J'espère que ces éléments
clarifie la question de la demande de bourse pour les familles qui pourraient être concernées. Thomas, est-ce qu'il y a petit mot il y a plusieurs questions sur les bulletins, comment on nous transmet les bulletins, etc. Oui, nous aurons besoin pour examiner les candidatures de vos enfants du premier bulletin de l'année scolaire en cours. Alors, la plupart des établissements maintenant fonctionnent avec des bulletins semestriels. Donc, vous, au moment où vous allez compléter cette demande, vous n'aurez pas le premier bulletin de votre enfant parce qu'il arrivera soit à la fin du mois de janvier 2023, soit au début du mois de février 2023. Dans ces cas-là, les procédures sont assez simples. D'une part, à partir du moment où vous allez compléter le formulaire en ligne, vous aurez aussi une adresse spécifique mail qui est une adresse d'inscription qui vous permet de communiquer facilement avec nous et de nous envoyer des éléments. Et plus précisément, à un moment dans la procédure, on vous renvoie un lien qui permet de nous renvoyer les documents et charger. Mais c'est important pour nous, en tout cas, de les avoir, ces documents, au moment où nous, on va effectuer nos sélections pour les différentes classes. Donc, vers janvier, vous recevrez un nouveau formulaire qui vous permet de mettre à jour la candidature de votre enfant avec les bulletins que vous aurez reçus d'ici là. Et par la suite, tant que la candidature de votre enfant est valable, n'hésitez pas à nous envoyer par mail les bulletins que vous recevrez. Nous, on les ajoute et on les prend en compte. J'ai vu passer une question importante sur la classe musicale. Oui, effectivement, on a beaucoup de questions sur les procédures d'admission en classe musicale, d'éventuelles auditions et sur voilà. quelles modalités. Donc, pour la classe musicale, effectivement, les modalités sont un petit peu particulières puisque on va s'assurer que la pratique musicale de l'élève est un élément important pour lui. On ne cherche pas à recruter des virtuoses, soyons très clairs, mais on ne peut pas non plus recruter des élèves qui sont complètement débutants dans un instrument parce qu'on ne pourrait pas savoir si la classe musicale est adaptée à l'enfant. Par conséquent, a priori, on va reconduire les modalités des années précédentes. Je dis un a priori parce que on avait encore une discussion à avoir sur ce point-là. L'année dernière, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé aux élèves d'envoyer un petit morceau filmé de leur part, ce qui permet à nos professeurs de musique, qui sont ceux qui sont en première ligne pour auditionner les élèves, d'avoir déjà un aperçu de la manière dont joue l'élève qui est candidat. Et dans un second temps, il y a un entretien qui permet de s'assurer de la motivation et aussi de la bonne connaissance du projet spécifique des classes musicales par votre enfant. Il faut qu'il sache qu'il s'engage vers une scolarité un petit peu particulière, des horaires le matin, des après-midi libérés, la possibilité chaque jour de jouer de son instrument, et cela pour l'ensemble du collège, puisque quand on est inscrit en classe musicale, on y reste en 6e, 5e, 4e et 3e. Est-ce que il y avait d'autres questions, Thomas? Des demandes de précision sur la manière dont se déroulent les entretiens pour les élèves de seconde. Alors, tout au long du collège et du lycée, les entretiens se déroulent de la même manière. Les entretiens se font donc en visio avec un professeur de l'école alsacienne. C'est des entretiens relativement courts, mais qui donnent vraiment la possibilité aux professeurs d'interroger, de discuter avec les élèves candidats. Pour les plus jeunes, on peut parfois s'appuyer sur un texte. Là, je pense notamment aux élèves de 6e. La plupart des professeurs procèdent de cette manière-là parce que ça leur donne l'occasion ensuite de discuter, d'échanger à partir de quelque chose de concret et de précis. La discussion par la suite, elle est relativement libre. Nous, ce qu'on aime bien savoir, c'est quelles sont les matières que les élèves apprécient, comment est-ce que quel regard ils peuvent porter pour les plus âgés sur leur scolarité, éventuellement quels projets ils peuvent avoir, quelles sont les activités qu'ils ont. Mais on n'a pas un guide de l'ensemble des questions qu'il faut poser. On se fie à l'avis de nos professeurs. Comme on le disait tout à l'heure, nous, ce qu'on souhaite savoir, c'est est-ce que les professeurs ont envie d'avoir
l'élève qu'ils ont en face d'eux dans leur classe l'année suivante. Et on leur demande un compte-rendu précis de cet entretien. Et nous lisons, de même que nous lisons tous les bulletins, nous lisons tous ces comptes rendus. Il y a une note, hein, mais le compte rendu est encore plus important. Et ça nous permet, voilà, de juger, d'essayer de juger des élèves et d'opérer une sélection dont on a bien conscience qu'elle est malheureusement injuste. Et ça, c'est un point peut-être très, très, très important. On vous a donné les chiffres au début, énormément de candidats, peu de places disponibles. Surtout, dites à vos enfants que s'ils ne sont pas retenus à l'école alsacienne, on ne peut rien leur reprocher et que ça reste pour quasiment tous les élèves candidats de très bons élèves. On a la chance de recevoir des candidatures de très bons élèves. Donc voilà, rassurez-les, ne pas être retenu à l'école alsacienne, ça ne doit surtout pas remettre en question la motivation et la confiance de vos enfants. On espère que beaucoup seront heureux d'être admis, mais malheureusement, il y aura des déçus à la fin de notre processus de sélection. Brice, je vais répondre à une question sur notamment les fratries en moyenne section et en CP. Donc en moyenne section, je vous ai donné une indication au début de cette réunion. Il y a 28 places prévues à l'entrée en moyenne section. À ce jour, parce qu'on a fait un premier sondage parmi nos familles, seules 5 places sont réservées pour des petits frères ou des petites sœurs pour l'entrée en moyenne section. Ça veut dire que 23 places sont réservées pour des familles qui ne sont aujourd'hui pas encore dans l'école alsacienne. Qu'en est-il, parce qu'il y a une question des alumni, qu'en est-il des anciens élèves? Ils participent au processus de sélection. Bien sûr, on peut avoir une attention particulière pour ces candidatures-là, mais il n'y a aucune automaticité et comme toutes les autres candidatures, elles sont évaluées, le dossier est évalué et l'entretien est un moment important, comme pour toute autre candidature qui ne serait pas la candidature d'un ancien. Beaucoup de questions dans le chat sur la manière dont va se passer dont est organisé le formulaire de candidature. Rassurez-vous, hein, on peut dire que ce formulaire est extrêmement complet, extrêmement précis, avec beaucoup de champs d'expression libres qui vous permettront de préciser l'ensemble des situations particulières. On nous demande si on peut préciser si un élève va sauter une classe, si on peut téléverser des documents supplémentaires. Tout ça sera accessible dès demain matin et vous allez voir que l'ensemble des instructions sont mentionnées dans ce formulaire. Et vous pouvez prendre le temps pour le compléter, hein, le formulaire. On peut s'arrêter, l'enregistrer, le reprendre le lendemain. Voilà, prenez le temps. Et effectivement, il y a deux questions sur lesquelles vous avez de quoi vous exprimer à l'écrit. On vous demande ce que vous attendez de l'école alsacienne. Et puis de décrire le profil de l'enfant. Et moi, j'aime bien dire aux parents qui me demandent de quoi il s'agit en maternelle, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, etc. On vous demande d'être des parents et de nous parler de votre enfant. Et si on ne vous demande pas de faire un exercice d'objectivité, on vous demande d'être des parents et de nous dire ce qu'est votre enfant à vos yeux, tout simplement. Alors, il y a une question là que je vois. Lors de la sélection, portez-vous un regard sélectif sur la situation familiale de l'enfant, famille monoparentale, parents divorcés. Nous accueillons tous les élèves, quelle que soit leur situation familiale. C'est pas à nous de juger de la situation familiale de l'enfant, bien évidemment. Après, voilà, on peut être attentif à une situation familiale particulièrement difficile. Donc, si c'est le cas, vous pouvez la mentionner, mais nous avons à l'école alsacienne toutes les familles possibles. Nous avons des enfants avec deux papas, deux mamans, nous avons des enfants séparés, nous avons des enfants dont les parents sont séparés ou divorcés, nous avons des familles monoparentales, voilà, une grande diversité dans les familles et il n'y a pas du tout de souci, bien évidemment, sur ce point-là. Sur les champs que vous avez à remplir,
parce que je voulais juste répondre, Brice, à la question suivante, qui était, on nous demande s'il n'y a pas de rencontre avec l'enfant en moyenne section en CP, si on connaît déjà les parents parce qu'ils ont déjà un enfant à l'école, est-ce que c'est pas un avantage? C'est une priorité pour nous, la scolarisation, si les parents le souhaitent, des fratries en maternelle et en CP. Et c'est plus le cas ensuite pour l'entrée en CM1 ni pour l'entrée dans les classes de collège et au lycée. Mais il nous semble que parmi nos valeurs humanistes, quand les parents ont des jeunes enfants, si à court ou moyen terme, on peut leur proposer qu'ils soient réunis dans le même établissement, eh ben nous le faisons. Alors, on a une question ensuite. Gauthier, je t'ai entendu? Si? Ça y est, j'ai Oui, fini. Moi, j'ai Voilà. répondu. Non, non, il y a eu pas. il y a une petite Euh, partie. oui, il y a une question sur le pronom des enfants transgenres. Alors, écoutez, on peut vous répondre sur cette question-là parce que bon, on a travaillé sur ce point. C'est-à-dire que très concrètement, nous avons accompagné un petit nombre d'élèves transgenres dans l'établissement. Donc, transgenre, ça veut dire, par exemple, un enfant qui est né garçon et qui ensuite souhaite et est reconnu par sa famille comme une fille. Il doit être reconnu dans l'établissement scolaire comme une fille. Il y a eu de ce point de vue-là des recommandations du défenseur des droits qui ont été faites il y a quelques années et que nous nous sommes attachés à suivre. Et désormais, il y a un texte du ministère de l'Éducation nationale qui a été publié, qui est tout à fait officiel et que nous avons transcrit dans le règlement de l'école alsacienne. Donc oui, à partir du moment où les familles sont d'accord, nous appelons les élèves par les pronoms sur lesquels ils se sont décidés. Ça reste un tout petit nombre d'élèves, mais c'est pour nous important d'accueillir et d'accompagner l'ensemble de nos élèves pour qu'ils soient sereins dans l'établissement. Voilà. Et c'est des questions qui vont pas de soi, donc on accompagne l'ensemble des familles sur ce type de questions, y compris les autres qui peuvent se questionner ou s'interroger. Cela va de soi. Pour les enfants à haut potentiel, alors, oui, on les accompagne. Je pense qu'on a beaucoup d'enfants qui sont considérés à haut potentiel ou quelles que soient les appellations à l'école alsacienne. On les accueille et on les accompagne, je dirais, un peu comme tous les autres élèves. En fait, ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est de considérer chaque enfant comme unique. Ça, c'est l'idéal, c'est de se dire que tous les enfants sont différents et que chacune ont besoin d'un accompagnement le plus précis possible. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous faisons pour les élèves à haut potentiel. Ensuite, on n'est pas un établissement. Il y a des établissements comme cela où on n'a que des élèves à haut potentiel. C'est pas le cas de l'école alsacienne. On n'a pas un programme spécifique pour les élèves à haut potentiel, mais je pense que voilà, globalement, ça se passe bien pour eux. Vous pouvez mentionner un test si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucune obligation et il n'est pas nécessaire de nous le transmettre. Voilà. En tout cas, c'est pas le premier document qu'on va regarder. Je sais que dans certains établissements scolaires, ils sont assez friands de ce genre de documents. C'est pas notre cas. Donc, n'hésitez pas à le mentionner dans le portrait de votre enfant. Mais voilà, ça nous semble pas indispensable. On a eu plusieurs questions précédemment dans le chat également. Pardon, Gauthier. Vas-y, Thomas. Vas-y. On a eu plusieurs questions précédemment dans le chat concernant le niveau attendu pour la maîtrise des langues vivantes pour l'entrée au collège et au lycée. Rassurez-vous, nous respectons les niveaux cibles du cadre européen des langues qui sont préconisés par l'éducation nationale. Donc voilà, votre enfant peut candidater s'il a suivi sa scolarité de manière tout à fait classique. Nous recherchons un niveau B1 pour la fin de la troisième et un niveau B2 pour l'épreuve du baccalauréat, comme dans tous les établissements de l'éducation nationale. Alors, il y a deux questions auxquelles je peux peut-être répondre. Une sur la CHAM, une sur Montessori. Sur la CHAM, si un enfant postule en classe CHAM mais n'est pas retenu, est-ce qu'il peut néanmoins être admis en sixième classique? Pour nous, vraiment, c'est trop compliqué de gérer les candidatures de cette façon-là. Je vous ai expliqué que
voilà, on avait un certain nombre de places disponibles. Donc non, on a vraiment deux types de sélection. Et donc, s'il n'est pas retenu pour la CHAM, alors, il peut toujours y avoir une exception, c'est-à-dire que si un enfant, le professeur de musique nous dit il est vraiment extraordinaire, il a toutes les qualités possibles, mais vraiment, ça va pas pour la CHAM, oui, sans doute, on pourra jeter un œil, d'accord? Mais partons quand même, donc voilà, on est un établissement aussi où on peut faire des exceptions parce que voilà, chaque situation est unique, mais globalement, ce sont deux voies différentes et donc à mûrir en amont et à réfléchir en fonction de ce que vous souhaitez pour votre enfant. C'est pas tout à fait la même chose d'être en classe à horaire aménagée musique ou de ne pas y être. Donc normalement, ça doit pouvoir guider votre décision. Sur les classes Montessori, tu veux en parler, Gauthier, ou Oui, j'en bien viens sûr. moi? Oui, habituellement, ce sont des enfants qui ont fait un parcours Montessori en maternelle. Et oui, oui, on a l'habitude de recevoir des enfants à l'entrée en CP à l'école alsacienne. Alors, dans la question, est-ce que leur intégration se passe bien? J'ai envie de vous dire que de toute façon, l'arrivée à l'école alsacienne en CP ou plus tard en CM1, de toute façon, c'est arriver dans un grand établissement. En primaire, peut-être on aurait pu le dire tout à l'heure, mais en primaire, c'est 22 classes, près de 600 élèves, le matin entre 8h20 et 8h30, qu'on permet aux parents de rentrer dans l'école jusqu'en CM2 d'ailleurs. Je sais pas, il y a plus d'un millier de personnes qui rentrent dans l'école chaque matin. Donc, c'est de toute façon un changement d'univers. Et est-ce que leur intégration se passe bien? Oui, a priori, l'intégration des enfants, elle se passe bien. Et c'est un souci pour nous important. Nos équipes éducatives et pédagogiques sont très concernées par l'arrivée des nouveaux élèves en moyenne section, en CP et en CM1. Et c'est évidemment la même chose au collège et au lycée. Et grosso modo, quelques semaines ou quelques mois après leur arrivée, les enfants sont à peu près normalement tous comme des poissons dans l'eau. Et si ce n'est pas le cas, nos équipes, et vous avez vu tout à l'heure comme elles sont plurielles et diverses, entre l'équipe des psychologues, les médecins, etc., nous concertons, nous échangeons, nous discutons avec vous aussi pour trouver les bons leviers pour nous assurer d'une scolarisation réussie et d'un épanouissement réussi pour votre enfant à l'école alsacienne. Alors, il y a une remarque dans le chat très gentille qui nous remercie pour la qualité de la réunion et qui nous dit que ça donne envie de refaire sa propre scolarité. Alors, par contre, je suis désolé, mais nous n'acceptons pas d'adultes dans l'établissement, donc voilà, ça sera pas possible. Uniquement les élèves, malheureusement. Il y a quelques professeurs adultes quand même dans l'école. Tout à fait, mais ils ne sont pas scolarisés. Ils dispensent les cours, a priori. Alors vous dites, nous n'acceptons pas d'adultes dans l'école. Ah non, pardon, je me suis mal exprimé. C'est la fatigue. C'est le signe que nous allons bientôt devoir conclure. J'ai vu une question sur les infrastructures sportives. Excellente question. On n'a pas tellement parlé de sport, j'en suis désolé. Nous avons la chance d'avoir des infrastructures sportives nombreuses dans l'établissement. L'école alsacienne, si vous regardez, là, vous ne pouvez pas la visiter, mais allez regarder peut-être sur Google Maps. C'est un îlot entre la rue Notre-Dame-des-Champs et la rue d'Assas. Donc, on a voilà, un espace plutôt agréable. Nous avons la chance d'avoir 3 gymnases dans l'établissement, un peu différents les uns des autres, qui permettent de faire des activités différenciées. Donc, 3 gymnases sur place. Nous avons également plusieurs cours. Et puis, bien sûr, comme ça ne suffit pas pour l'ensemble des activités, certains de nos élèves ont des activités sportives en dehors de l'établissement, que ce soit dans les petits jardins du Luxembourg à côté ou sur d'autres installations parisiennes. Et puisqu'on parle du sport et qu'on parlait tout à l'heure des aménagements d'horaires en classe CHAM, nous avons eu plusieurs questions portant sur la possibilité pour des élèves sportifs de haut niveau, qui ne seraient donc pas scolarisés en classe CHAM, de bénéficier d'aménagements de leur emploi du temps. Donc, alors, malheureusement, oui, je te laisse répondre. Donc, aménagement d'emploi du temps pour un sportif de haut niveau, c'est compliqué.
En fonction des niveaux, on peut regarder au cas par cas qu'est-ce qu'on peut envisager et quels ajustements sont possibles. Mais malheureusement, très très vite au cours de la scolarité secondaire, ça devient quasi impossible de proposer des solutions. On essaye de faire de notre mieux, mais on ne peut pas prévoir de dispositif dédié aux sportifs de haut niveau, malheureusement. Non, on a eu des cas parce que bien évidemment certains de nos élèves ont pu être dans ce type de situation et on a fait ce qu'on a pu. On peut les dispenser des cours de sport, ça va de soi puisqu'ils ont par ailleurs une pratique sportive importante. Mais pour le reste, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur des choix si votre enfant est déjà dans un parcours sportif de haut niveau. Il y a d'autres établissements qui pourront sans doute mieux mieux accompagner votre enfant dans ce cas-là. Sur le département d'origine, pas de problème, hein, c'est pas un critère de sélection. Ensuite, on regarde, en fait, il y a la question du temps de transport qui est la question principale et de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus il faut prendre soin d'avoir un temps de transport réduit. Ça semble une évidence, donc oui, on va regarder ça. Si un enfant habite très 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 loin pour la classe de maternelle, ça sera sans doute pas une bonne chose. En revanche, nous avons des élèves du lycée qui viennent de loin. J'ai évoqué certains de nos partenariats. Nous avons beaucoup d'élèves qui viennent de Tremblay en France et c'est pas juste à côté. Donc voilà, il faut s'y habituer, il faut être capable de passer du temps dans le RER, mais on a la chance d'être juste à côté du RERB et donc ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Peut-être une toute dernière question. On nous demande si un enfant est admis à l'école alsacienne. Est-ce qu'une visite est prévue avant la rentrée? Traditionnellement, à la fête de l'école, nous invitons les nouvelles familles et donc leurs enfants au mois de juin. Oui, et puis on nous demande des photos pour se rendre compte des lieux. Effectivement, on peut tout à fait. Enfin, il y en a déjà pas mal à trouver sur notre site, mais je vais essayer de les rendre plus accessibles pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce à quoi l'établissement ressemble. Pas de spécialité art en première. Non, on n'a pas la spécialité art. On a beaucoup de spécialités, vous l'avez vu tout à l'heure, mais on peut pas toutes les proposer. Et la spécialité art, c'est vraiment très très réduit comme nombre d'élèves. En revanche, on a une option artistique sur le plan national. Hein. On a une option artistique, art plastique de grande qualité qui n'empêche aucun de nos élèves, ou plus exactement qui permet aux élèves qui le souhaitent de poursuivre des scolarités dans le supérieur, dans des filières artistiques. Donc, c'est vraiment pas un frein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point-là. Est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour des questions essentielles? J'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression aussi. Bon, et on a quelques réponses qui disent oui. Bon. Donc, merci beaucoup, Brice et Gauthier et Thomas, pour vos interventions. Et merci à tous les participants pour votre attention et pour toutes vos questions. Et je crois que maintenant, nous pouvons vous libérer et vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À tous. Merci. Excellente soirée à tout le monde. Si jamais vous avez encore des questions, on refait une réunion demain, mais il y aura beaucoup de redites. Donc, ne revenez pas juste pour ça. Franchement, vous risquez de vous ennuyer. N'hésitez pas à consulter notre site internet sur lequel vous pouvez trouver énormément de réponses aux questions que vous vous posez. Bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée.